Bonjour à toutes et à tous, nouvel horaire, ça débat chez Expert, 9h désormais, 10h les médias, 0826 300 300, non je n'ai pas oublié le numéro pendant les vacances, vous savez que vous pouvez participer à notre émission aujourd'hui pour débattre autour de cette table. Arnaud Benedetti, bonjour, contente de vous retrouver, vous avez passé de bonnes vacances, en forme. Donc vous êtes professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et vous avez publié Comment sont morts nos politiques, le grand malaise du pouvoir aux éditions du CERF. Serge Grouard, bonjour. Bonjour monsieur le maire. Maire LR d'Orléans et candidat à la présidence des Républicains. Vous allez bien ? Très bien, vous voyez, c'est lancé, c'est parti. C'est lancé, c'est parti. J'ai pas pris de vacances, justement. Oui, il fallait préparer tout ça. Bon, on va en reparler peut-être avec vous. Régis de Castelnau, bonjour Régis. Bonjour à tous. Vous avez quasiment pas pris de vacances non plus, je vous ai vu tweeter. Non, absolument pas. Tout l'été, hein. Oui, tout à fait. Et j'étais dans un endroit très très pénible, c'est-à-dire en Provence. Donc oui, où le réchauffement climatique m'a assuré un été extraordinaire, un des plus beaux que j'ai vus. Ouais. Donc je suis aujourd'hui en parfaite forme. Vous êtes avocat, votre blog c'est Vue du droit. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Alors on va évidemment parler énergie, super profit, les entreprises. Attention, la maîtresse hier a dit que si on faisait pas attention, on allait être puni et rationné. Donc ça vous concerne, ça nous concerne nous Français, ça concerne les entreprises. On va en parler. On va parler des profs. Arnaud Benedetti, vous avez été formé en 4 jours pour enseigner. Il a fallu un peu plus de temps. Un peu plus de temps. Les profs en 4 jours, vous allez entendre, vous avez peut-être déjà entendu ce son de cette enseignante recrutée en 4 jours, enfin recrutée avec des bases plus que fumeuses. Et puis stationnement payant pour les 2 roues. Est-ce que c'est du racket? C'est ce qui arrive à Paris et vraisemblablement dans 2 grandes villes. Monsieur le maire, vous nous direz ce que vous en pensez. Commençons comme d'habitude avec ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Commençons avec vous, Serge Grouard. Écoutez, situation dramatique au Pakistan. On parlait des questions d'énergie, des règlements climatiques. Vous vous rendez compte qu'il y a plus de 30 millions de Pakistanais qui sont sous l'eau. Il y a 1 million de maisons détruites avec les inondations. Le Premier ministre au Pakistan a parlé d'une mousson sans précédent. Et le Pakistan avait subi, il y a plusieurs semaines, une chaleur également sans précédent avec des températures pouvant monter jusqu'à 50 degrés. Ouais. Voilà. Ça, c'est la manifestation du dérèglement climatique. Et nous, en France, on l'a vu cet été. On a vu les prémices du dérèglement climatique avec également des chaleurs très, très lourdes, avec par moments des inondations, de la grêle. Enfin bref, la nature et la planète se fâchent et nous allons en subir les conséquences. Sauf que, et c'est cela qui me fait râler, c'est que nous avons tous les ingrédients pour l'éviter. Et je le dis depuis des années et des années, c'est-à-dire une nouvelle politique de l'énergie avec un bouquet énergétique que l'on dit décarboné, donc qui n'émet pas ces fameux gaz à effet de serre, qui sont un des éléments importants du dérèglement climatique. Cette politique de l'énergie, c'est à la fois des énergies renouvelables, on les connaît, on les maîtrise, comme le photovoltaïque, la biomasse et d'autres. Et puis, bien sûr, c'est la modernisation du parc nucléaire, parce qu'on ne pourra pas faire sans le nucléaire. Oui. En même temps, hier, je croisais un élu qui me disait qu'en Corse, certains élus ont proposé d'installer des centrales, des petites centrales qui coûtent 100 000 € à peu près, centrales électriques, qui pourraient fonctionner avec de l'eau là-bas, et que le millefeuille administratif fait que c'est impossible. Il y a des solutions simples, mais qu'on ne peut pas, ils ont parfaitement raison. Je donne cette formule d'avoir une politique de l'énergie décentralisée. Sur Orléans, on a lancé Orléans décarboné. On va produire de l'énergie propre. On est en train, mais il est vrai que les procédures administratives sont lourdes, longues et j'ajouterais parfois pénibles. Régis, votre coup de gueule? Mon coup de gueule, il y en a tellement dans l'actualité. C'est les déclarations de Scholz qui est revenu sur les propositions de Madame von der Leyen. C'est l'Allemagne qui continue à jouer sa carte personnelle avec son égoïsme. Et donc, après avoir réclamé le partage du siège à l'ONU, après avoir réclamé la mise à disposition de notre force de dissuasion, après avoir fait capoter un certain nombre de projets communs, ou ils les ont fait capoter, sauf s'ils pouvaient les
les réintégrer chez eux. Voilà que M. Scholz veut qu'on renonce à la règle de l'unanimité à l'UE, ce qui veut dire qu'effectivement, ça va donner un poids, et puis avec élargissement à l'Est, ça va donner un poids extrêmement important à l'UE et complètement la déséquilibrer. Déjà qu'elle n'est pas dans un état extraordinaire, parce que contrairement à ce qu'on nous avait dit, la guerre en Ukraine n'allait pas la ressouder, c'est plutôt le contraire qui se passe. Eh bien, je veux dire qu'il faudrait que nos amis allemands redeviennent un peu raisonnables et cessent comme ça de partir dans des directions qui, à mon avis, peuvent s'avérer dangereuses. Oui. Ah ouais, tout à fait. Oui, enfin, ils ont une politique, je suis d'accord avec ce que dit Régis, mais ils ont une politique de puissance, les Allemands. C'est clair qu'on voit depuis un certain nombre de mois et même d'années que sur des domaines absolument stratégiques, ils sont en train d'imposer leur leadership. Je prendrai un domaine dont on parle d'ailleurs insuffisamment, c'est le domaine spatial. Je rappelle que pendant des années, la France a été ce que l'on appelait le moteur spatial de l'Europe, c'est-à-dire le principal contributeur à l'Agence spatiale européenne. Maintenant, depuis un certain nombre d'années, 2-3 ans peut-être, c'est l'Allemagne qui est le principal contributeur. Donc on voit que l'Allemagne va se réarmer massivement suite aux événements en Ukraine. Et évidemment, si cette proposition de M. Scholz voyait le jour, ce serait le dernier clou qui serait planté sur le cercueil de la souveraineté. Alors, on va passer à votre coup de gueule dans un instant, Arnaud. Moi, chaque jour, je vais essayer de vous donner l'état du délabrement de la France. Et ce matin, non, mais on a parlé. C'est agréable. Non, mais on a parlé de la pénurie d'enseignants, on parle de la pénurie de médecins, on parle de la pénurie de chauffeurs de bus. Et alors, ce matin, ce sont les chauffeurs de train. Figurez-vous qu'il y aura moins de trains qui vont circuler à la rentrée. Et pourquoi ? Mais parce que la SNCF n'arrive plus à recruter le nombre suffisant de conducteurs de train. C'est quand même absolument ahurissant. Et quels sont les raisons ? Je pense que c'est l'attractivité, personne n'a envie de faire ce métier, mais c'est dans tous les secteurs. Sauf que là, on est dans des secteurs publics. Enfin, c'est là où il y a quand même un problème. Le problème, c'est qu'on constate cela un peu partout. Je vois dans les collectivités locales, on a également du mal à recruter. On a des postes vacants, les crèches par exemple, les agents dans les écoles, tous les niveaux. Le phénomène s'est accentué avec la crise sanitaire. Oui, le phénomène s'est considérablement accentué. Mais tous les jours, on en apprend un petit peu plus. C'est-à-dire que le RERC, par exemple, il y a moins de trains aussi. Donc mais là, on parle de service public. Je voudrais faire une petite remarque méchante. Il y a des gens sur les réseaux qui se sont amusés à mettre, deux photos. 2017, la SNCF supprime 1200 postes. 2022, il manque 1200 postes à la SNCF. Et quand on regarde les postes supprimés, c'était bien dans le domaine de la conduite, ce qui est assez étonnant. Enfin, étonnant, hélas. Bon, sur les catastrophes, j'ai vu hier que pour avoir un rendez-vous pour faire un passeport à Paris, plus d'un an. Moi, je me rappelle quand on allait en mairie et qu'on faisait les passeports dans le quart d'heure. Absolument. Non, mais c'est plus d'un an. On l'a annoncé hier. Donc voilà, je pense que tous les jours, on va avoir ce lot de notre surprise du jour. Et puis j'avais un petit coup de gueule. Je ne sais pas si vous le partagerez. C'est sur ce commentaire autour de la petite phrase de Sandrine Rousseau sur le barbecue. Je n'en peux plus. C'est-à-dire que je me dis qu'aujourd'hui, on est journaliste et on voit des plateaux où on commente cette phrase depuis 24 heures. Il se passe des choses quand même graves dans notre pays et on en est à commenter. Et dans le monde. Et dans le monde, absolument. On évoquait le Pakistan, mais est-ce qu'on est là ? Je me suis fait la réflexion la semaine dernière avant de rentrer en écoutant un petit peu l'actualité, en me disant mais on en est là, on va être obligé de commenter les petites phrases à la con, pardon, j'ai pas d'autres mots comme ça, mais là jusqu'à hier soir encore, il y avait des plateaux sur la phrase du barbecue. Oui, mais attendez, Valérie, il y a quand même un problème. Tout à fait. C'est la pauvre Sandrine Rousseau alimente ça, et donc elle est devenue une tête de turc. Mais c'est quoi l'enjeu ? Elle le fait peut-être exprès. Elle le fait exprès. Oui, elle le fait exprès, mais elle alimente ça. Et pourquoi ça réagit de cette façon-là ? Et pourquoi est-ce qu'effectivement on nous a dit il y a eu tout un débat sur les hommes peuvent être enceints avec les invraisemblables affiches du planning soutenues par le gouvernement. Je rappelle que Mme Rome les a soutenus. C'est qu'il y a une offensive wokiste, qu'on le veuille ou non. Bronstein, le philosophe, sort un bouquin
il va le sortir, je ne l'ai pas encore lu, mais bien évidemment, je vais l'acheter, un bouquin sur cette nouvelle religion qui nous arrive, qui a des véhicules, etc. Et ça en fait partie. Mais qui est minoritaire. Mais qui est minoritaire. Elle est visible, elle est très visible, elle est très visible médiatiquement, mais totalement minoritaire à la fois sur le plan politique et sur le plan de l'opinion. Mais pourquoi les médias montent en épingle à chaque fois ces sorties ridicules? Sauf qu'elle est minoritaire. Parce que plus vous sortez des énormités, plus ça alimente la machine médiatique aussi. Non, elle est minoritaire. Elle est minoritaire dans certaines universités. Elle est majoritaire, cette culture. Moi, attendez, et puis après j'arrête. J'ai vu passer un mémoire d'études d'histoire, c'était les représentations de genre chez les sans-culottes entre 1789 et 1793. Faut être sérieux au bout d'un moment. Faut être sérieux. Non, je suis désolé. L'offensive wokiste est réelle. Préoccupante. Elle est préoccupante. Ouais, d'ailleurs, vous aviez reçu Madame Toulouse, je crois. Non, mais elle est réelle. Mais je voudrais pas qu'on pense que toute l'université fait face à un raz-de-marée wokiste. Bon, moi, dans mon université, clairement, c'est pas le cas en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'il y a... De toute façon, dans les sciences sociales, vous avez toujours eu quand même, dans les sciences sociales, c'est connu, des offensives idéologiques. C'était les marxistes dans les années, ou les gauchistes dans les années 60 et 70. Là, c'est toujours les gauchistes d'ailleurs, puisque c'est les wokistes. Donc, ils ont toujours fait des sciences sociales un instrument de militantisme politique. Alors aujourd'hui, ça prend une nouvelle forme qui nous vient des États-Unis et qui, c'est vrai, est active parfois chez un certain nombre de jeunes étudiants. Et ils ont d'autant plus, si vous voulez, de force que... Force est de constater, ce que je vais dire va peut-être apparaître totalement réactionnaire, mais peu importe, j'en prends le risque. C'est que forcément, des étudiants qui sont moins bien formés sont plus sensibles, qu'on le veuille ou non, à des idéologies de ce type. Ouais. C'est tout à fait juste, mais c'est aussi, alors c'est vrai que c'est ultra minoritaire, mais ultra insidieux. Ouais. Ça s'infiltre partout. Ouais. C'est complètement vrai, mais c'est aussi un peu de notre faute, et y compris dans la vie politique. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai eu sur Orléans un débat totalement absurde auquel j'ai mis fin, alors j'assume aussi, sur l'écriture inclusive. Il fallait que l'on mette nos notes, nos délibérations en écriture inclusive. J'ai refusé parce que moi... Qui demandait ça? Voilà, il fallait... Une partie, effectivement, des élus de gauche, on va dire les choses clairement. J'ai eu, par exemple, on a fait toute une charte de fonctionnement interne pour la métropole d'Orléans, c'était quelque chose de très classique. Eh bien, elle n'a pas été votée par l'opposition de gauche, tout simplement parce qu'elle n'était pas en écriture inclusive. Voilà. Et on a passé... Toute l'opposition de gauche? Pratiquement, oui, pratiquement. Et je leur ai dit, écoutez, la langue française est une langue magnifique, alors on la respecte. Enfin, Molière ne parlait pas comme ça, et on peut être ultra féministe, comme je pense je le suis, sans tomber dans ces choses totalement dérisoires. Et vous disiez, on a des enjeux lourds, bon sang. Enfin, on a parlé du dérèglement climatique, les hôpitaux. Moi, je veux une situation, on était obligé, on était à deux doigts, et par moments, c'était très juste de fermer les urgences à Orléans. Voilà, on a des choses qui touchent tous nos concitoyens, qui sont invraisemblables, parce que, enfin, c'est vrai, la France quand même, la France qui ferme ses urgences hospitalières, les recrutements dans les écoles où on n'a pas de profs, on est où? Et pendant ce temps-là, on débat de l'écriture inclusive. On est complètement dingue. Vous n'allez pas faire les journées du matrimoine comme à Rouen, où votre collègue maire a décidé de faire les journées du matrimoine et du patrimoine. Vous savez, sur les maires, c'est encore le maire est encore, je le pense, je le crois, je l'espère, l'élu qui reste en proximité de nos concitoyens et qui a une sorte d'aura de confiance qui demeure. Qu'on la garde. Il faut arrêter avec tous ces trucs-là. Ils ne sont pas tout à fait tous comme vous. J'en ai l'impression. Juste pour rebondir sur ce que dit Serge Groy, il y a quand même une tradition politique en France qui est très ancienne, qui remonte à la Révolution française, et dans laquelle s'inscrit finalement le courant que représente Madame Brousseau, c'est faisons du passé table rase. Clairement, c'est cette tradition politique. C'est-à-dire qu'il s'agit de tout renverser. Alors maintenant, on renverse des choses qui sont assez évidentes anthropologiquement, notamment les différences biologiques, qui sont une réalité, entre autres. Donc il y a ce combat-là qui d'une certaine manière, encore une fois, s'inscrit dans une longue tradition historique. Ouais. Allez, on marque une petite pause. Vous pourrez peut-être redire un mot si vous voulez, Régis. Je sens que ça vous débranche. Démange. À tout de suite. Nouvel horaire, j'espère que vous êtes bien avec nous sur Sud Radio à 10h30, Jean-Jacques Bourdin, et à 12h30, André Berkoff. Nous débattons avec Arnaud Benedetti, Serge Groy et Régis de Castelnau. Un mot, Régis, ou pas sur le wokisme, c'est votre sujet préféré?
Non, je le vois arriver avec consternation. Et effectivement, la gauche, entre guillemets, moi je mets des guillemets à cette gauche, qui paraît-il, renonce aux Lumières. Il y a un livre d'une personne de gauche qui le pointe. Moi, ce qui me gêne, pour ne prendre que l'exemple de l'écriture inclusive, c'est la dimension obscurantiste. Qu'est-ce que c'est que l'écriture? L'écriture, c'est la parole qu'on transcrit et qui doit pouvoir ensuite être lu. Essayez de lire un texte en écriture inclusive, cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Ouais. Donc voilà, c'est la messe est dite, ça devrait. Mais non, vous avez des gens qui sont, alors la cancel culture, n'en parlons pas. Vous avez des gens qui sont obscurantistes et ça c'est grave. Et ça c'est grave. Il est clair, juste un dernier mot, il est clair que déjà, on voit que les enfants ont les pires difficultés à apprendre les fondamentaux de l'écriture. Si on rajoute l'écriture inclusive, on peut être clair, on va fabriquer une nation d'analphabètes. Ouais. Parlons, excellente transition pour ces enseignants. Pour qu'on ne manque pas de profs à la rentrée, on a donc fait appel à un appel à volontaires, d'une certaine manière. Il y a eu du speed dating, du speed job, des jobs. On a proposé des entretiens rapides pour voir si vous étiez apte. Écoutez une enseignante, une aspirante enseignante qui a enregistré son entretien. Et du côté de l'éducation nationale, c'est la panique à quelques jours de la rentrée, confrontée à une pénurie de personnel. L'école recrute à tout va, y compris une journaliste de BFM. J'ai envoyé ma candidature à l'Académie de Versailles qui recrutait un certain nombre de contractuels. La journaliste n'a évidemment aucune expérience en matière d'enseignement, mais aucun problème. C'était journée portes ouvertes à l'Académie de Versailles. L'entretien était presque une formalité. Est-ce que vous connaissez des programmes du système éducatif? Alors, je connais pas encore. Comment vous êtes à l'aise, par exemple, sur les fractions, les décimaux, tout ça, ce sont des souvenirs lointains? Ah oui, c'est vrai que ça reste lointain. Voilà, c'est ce qui s'appelle un entretien raté, mais elle a été embauchée. Comme elle, 3000 nouveaux contractuels feront leur premier pas face à des enfants ce jeudi. Voilà, c'était Quotidien hier qui relatait cette histoire. Donc, c'est consternant quand on voit les difficultés de concours comme le CAPES ou l'agrégation, qui sont parmi les concours les plus difficiles en France, qu'on a des profs donc qui ont le CAPES, qui ont l'agrégation, et à côté on va voir quelqu'un qui ne sait pas faire des fractions. C'est consternant. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est toujours quand on est dans le mur qu'on se demande comment on va le franchir. Ouais. Enfin, cette situation dans l'éducation est connue depuis longtemps, des mois, voire des années. Et c'est à la rentrée qu'on se dit on a des postes vacants, comment on fait pour les pourvoir? C'est sidérant, cette incapacité d'anticipation sur des choses connues. C'est pas des choses qu'on découvre. Voilà. Et ça montre... Je suis désolé de le dire, peut-être un peu crûment là aussi, mais la faillite de l'État, qui est incapable de gérer ses effectifs, qui est incapable de faire de la programmation, qui est incapable de tout cela. Mais il y a un problème avec, d'une manière générale, avec l'éducation nationale. On l'a appelé le mammouth, mais je crois qu'ils sont incapables de dire combien de personnes aujourd'hui dépendent de l'éducation nationale. Et il y a un problème d'organisation. Ce matin, il y avait un reportage de Lionel Maillet à Marseille sur Sud Radio. Les profs certifiés, certains profs certifiés qui n'ont toujours pas d'affectation. Et moi, on m'a raconté une autre histoire, c'est-à-dire de profs qui sont extrêmement diplômés, qui ont des agrégations, qui aujourd'hui choisissent d'enseigner en 6e et en 5e parce qu'ils ne veulent plus aller sur des classes supérieures. Et ça, c'est géré effectivement à la va comme je te pousse. Oui. Pardon, Régis. Non, mais Serge pointe, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Bon, écoutez, on a un ministre de l'économie qui nous a dit il y a 6 mois, on va effondrer la Russie. Il est toujours en poste, le gars. Ouais. Il est toujours... Son incompétence est reconnue, j'allais dire unanimement. Non, pas par le président de la République, probablement, qui le maintient. Hein. Mais je veux dire... Alors, on a vraiment une situation, et en particulier sur cette question de l'éducation. Moi, je veux dire, ça va... C'est désespérant. C'est désespérant. J'ai vu un truc sur le réseau assez drôle. Il y avait une personne qui disait « J'ose plus sortir de chez moi parce que j'ai peur qu'on m'attrape dans la rue pour m'obliger à être professeur. Hein » Et alors, dernière petite observation. Moi, bon, je suis avocat, praticien, etc. Mais j'ai enseigné à l'université, en Bourgogne et à Paris 2. C'est un métier difficile, l'enseignement. C'est compliqué. Bien sûr, c'est difficile. C'est physiquement difficile. Hein. Il faut emmener les gens, il faut se mettre à la bonne distance
l'assistance et tout, c'est un métier magnifique. Hein. Oui. Moi, je n'ai pas beaucoup aimé ce métier, il m'a épuisé. Sauf qu'il n'y a plus beaucoup de candidats. Vous évoquiez le CAPES, j'ai retrouvé les chiffres. Il y a eu 500 candidats pour 1000 postes. Oui, c'est pas attractif, tout simplement. On le sait très bien, c'est pas attractif d'abord pour des raisons de rémunération, clairement. Quand on regarde et qu'on se compare ce que touche un enseignant dans le secondaire en France, comparativement à d'autres pays européens, ils sont beaucoup moins bien payés. Alors, ils font un peu moins d'heures parfois, ça c'est une réalité aussi. Il faut quand même moduler ce type de constat, mais enfin, en tout cas, ils sont nettement moins bien payés. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que les conditions d'exercice du métier dans certaines zones se sont considérablement durcies. Ils doivent affronter des incivilités permanentes, des classes particulièrement difficiles à gérer, les relations avec les parents parfois qui sont compliquées, les relations avec leur autorité hiérarchique qui est également aussi compliquée et qui ne les soutient pas toujours. Donc tout ça, si vous voulez, ça crée quand même un certain nombre de paramètres qui ne facilitent pas le recrutement des enseignants. Et aujourd'hui, si vous voulez, il y a un autre sujet à travers cette difficulté et ce recrutement un peu ubérisé des enseignants que l'on fait, c'est qu'on recrute des enseignants qui ne sont pas formés du tout, qui ne sont pas prêts à, conduire des tâches d'enseignement, ce qui est quand même, ça se prépare, il faut quand même un certain nombre d'années de formation. Et ensuite, ça veut dire qu'on va faire baisser encore plus le niveau. C'est-à-dire qu'on sait très bien, qu'on le veuille ou non, et les classements PISA de l'OCDE le montrent chaque année, l'effondrement du niveau dans les matières, pas seulement dans les matières littéraires. Alors moi, je suis plutôt dans les matières littéraires, je le vois régulièrement, ne serait-ce que dans la maîtrise de la syntaxe et d'un certain nombre d'éléments de culture générale, mais également dans les maîtrises, dans des matières scientifiques. Le niveau de connaissance en mathématiques des élèves s'est considérablement infléchi ces dernières années. Donc voilà, on est dans un phénomène qui, j'allais dire, c'est une sorte de cercle vicieux qui est entretenu, faiblesse de l'attractivité, qui elle-même, je veux dire, va entraîner un effondrement du niveau qui est déjà quand même particulièrement effondré. Et on nous dit depuis des années quand même, et là je rejoins ce que dit Serge Gouard, que l'éducation nationale est une priorité politique. Je rappelle que François Hollande considérait que c'était une priorité politique. Emmanuel Macron aussi avec Jean-Michel Blanquer, et on se retrouve dans cette situation. Et encore une fois, c'est une situation qui ne remonte pas à Emmanuel Macron, même à François Hollande, qui est très ancienne. Régis, ça va vous intéresser, je pense. Vous savez quelle est la priorité de Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation? C'est la diversité, c'est la mixité scolaire. C'est la mixité scolaire, c'est la priorité du ministre de l'Éducation. Enfin, qu'il assure déjà le recrutement des enseignants. Donc très clairement, c'est une priorité. On peut dire un peu brutalement que l'école se débrouille mal avec les pauvres et qu'elle est injuste avec les pauvres. Oui, mais ça, ok, Bourdieu nous avait bien expliqué beaucoup de choses. Je souscris d'ailleurs. Mais je veux dire, et c'est pas en faisant des brassages qui vont tirer tout le monde vers le bas qu'on va arriver à quelque chose. Non, je parlais de l'ineffable Bruno Le Maire, mais le choix de Pape Ndiaye, c'était un peu comme Dupond-Moretti, ce sont des choix de communication. C'est des messages envoyés. Le président de la République fait ça avec, non pas de désinvolture, parce que je crois qu'il y a quelque part une jubilation à provoquer de cette façon-là. Mais je veux dire, bon, écoutez, on avait eu Blanquer, qui avait été bien accueilli. Je me tourne vers Serge. À l'époque, je me rappelle, mes amis de droite, LR et tout, disaient, voilà quelqu'un qui a fait des choses dans le passé, qui a un CV rassurant, et moyennant quoi, je veux dire, tout le monde dit que ça a été une catastrophe. C'est 5 ans. Il est resté 5 ans. Il a fait tout le mandat précédent. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que au niveau des discours, oui. On vous dit que l'éducation est une priorité, mais c'est comme tous les grands services publics, si vous voulez. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Moi, je le dis depuis des années. Je l'ai vécu parce que j'étais fonctionnaire avant d'être élu. Donc, je suis un petit peu comme... je me les sers moi-même, comme Cyrano ou comme Vidocq. Je connais la boutique de l'intérieur et je vois la dégradation et en tant que défenseur du service public, vous savez que ça me fait mal au cœur évidemment, mais je vois cette dégradation qui est une dégradation structurelle. Voilà, et on la voit partout effectivement. Là on parle de l'école, effectivement, on peut parler d'autres domaines où on va voir la même dégradation. Voilà, et aujourd'hui, moi je suis nostalgique de l'époque les fameux hussards noirs de la République qui ont formé des cohortes de petits paysans à l'époque qui étaient analphabètes et qui parfois et souvent même ont réussi à faire des grandes écoles, à être qui se sont vraiment complètement épanouis, parce que c'est de ça dont il s'agit pour les gamins. Parce qu'on va former, et c'est vrai ce que vous disiez, on va former des gamins qui vont
de plus en plus ne pas pouvoir prendre ce qu'on appelle, à tort ou à raison, l'ascenseur social, parce qu'ils vont être laissés dans leur environnement de base. On va pas pouvoir les en extraire. C'est-à-dire que là, c'est complètement antisocial, cette affaire-là. Voilà. Donc l'excellence est sociale. Ouais. Mais l'excellence, elle repasse aussi. C'est vrai ce qu'a dit Arnaud Benedetti tout à l'heure sur le fait de soutenir aussi les profs. Je l'ai vu, ça. Des super profs qui font bien le boulot et qu'on laisse en race campagne, y compris par leur hiérarchie. Je l'ai vu, ce genre de choses. Donc oui, il y a tout à reprendre et ça ne se fait pas. Ça fait pas en un. On aurait pu anticiper. Vous parliez de l'hôpital, vous parlez de ces salaires indignes pour des soignants qui sont. Le problème, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que finalement, on a une dépense publique qui est ce qu'elle est et qui nous pose un certain nombre de problèmes pour l'avenir, et en même temps, on a une dégradation et un déclassement des services de l'État. C'est-à-dire qu'on a la double peine. On a la double peine en 20 ans ou 25 ans de politique. C'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de maîtriser nos finances publiques, ce qui va quand même nous poser un vrai problème de souveraineté en l'occurrence, parce qu'une nation endettée, c'est une nation qui n'est plus souveraine. Et en même temps, on a dégradé considérablement nos services publics, alors parfois avec l'instauration de méthodes de management qui n'étaient pas du tout adaptées, en l'occurrence aussi au fonctionnement d'un certain nombre de services publics. On l'a vu, notamment dans le domaine de la santé, ce qui est vrai aussi d'ailleurs dans le domaine de l'énergie, on en reparlera peut-être, et ce qui est vrai évidemment dans le domaine de l'éducation. Allez, on va parler énergie justement dans un instant. Rationnement, menace de la part hier de la Première ministre. À tout de suite. Ça débat ce matin avec Arnaud Benedetti, Serge Grouard et Régis de Castelnau. Alors, j'ai zappé votre coup de gueule, Arnaud, mais c'était volontairement. On est parti sur les profs parce que vous aviez amené une habile transition, mais votre coup de gueule, il a un lien avec le sujet qu'on voulait aborder à propos des pénuries d'énergie qui risquent d'arriver. Gazprom vient d'annoncer qu'il réduisait ses livraisons à la France. Votre coup de gueule? Mon coup de gueule, c'est l'annonce par l'Élysée, je crois, que le président de la République va tenir un nouveau conseil de défense pour justement traiter cette question aujourd'hui particulièrement urgente, qui est la question énergétique. Moi, c'est l'utilisation et l'usage permanent du conseil de défense aujourd'hui pour essayer de résoudre n'importe quelle crise à laquelle on peut être confronté. On l'a vécu pendant la crise sanitaire, on est en train de le revivre avec la crise énergétique. Moi, je suis quand même extrêmement surpris. Il existe des instances dans nos institutions. Il y a une instance qui est une instance essentielle, qui est le Conseil des ministres. Déjà, premier point, en principe, on y débat quand même d'une certaine manière. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une Assemblée nationale et un Sénat, un Parlement, qui a un rôle absolument essentiel, à la fois de délibération et de contrôle de l'action du gouvernement. Ces institutions, aujourd'hui, apparaissent comme des institutions quasiment périphériques, et on met en place à côté des institutions qui n'ont aucune autre légitimité que celle que le président de la République ou les gouvernants veulent bien leur décerner. Et alors l'avantage, évidemment, je vois bien quel est l'avantage pour Emmanuel Macron en l'occurrence, c'est que ça se fait dans l'absence totale de transparence et l'incapacité que nous avons à savoir ce qui s'y dit et à savoir comment contrôler finalement ce qui se fait à l'intérieur de ces conseils de défense. Mais je trouve que c'est inquiétant sur le plan démocratique. Ça traduit finalement une relation à l'opinion qui est assez infantilisante d'une certaine façon aussi. Puis ça me fait penser à cette phrase du philosophe Carl Schmitt qui, dans un de ses livres qui s'appelle Théologie politique, il commence comme ça, il dit « Est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle ». Mais enfin, on est exactement dans ce cas-là, c'est-à-dire une espèce d'arbitraire qui, aujourd'hui, s'impose à nous, alors que, bon, aujourd'hui, les Français ont besoin de savoir quelles sont les mesures que le gouvernement va prendre et quelles sont surtout les différentes, j'allais dire, les différentes hypothèses. C'est vrai que ce conseil de défense, c'est vrai que ce n'est pas dans un conseil de défense que l'on prend des décisions en matière de politique énergétique. On parlait tout à l'heure de lancer enfin une grande politique de l'énergie. Quand De Gaulle, puis Pompidou, puis Valéry Giscard d'Estaing font la politique nucléaire en France, c'est une grande politique. On est d'accord ou pas d'accord avec le nucléaire, c'est un autre sujet, mais c'est une grande politique qui nous a donné de l'indépendance énergétique, qui nous a donné des coûts de production qui étaient relativement faibles, etc. etc. Et il n'y a pas eu effectivement de conseil de défense. Il y a des structures qui existent, qui doivent effectivement participer à la préparation de la décision, qui doivent éclairer la décision. Il y a des décisions politiques qui sont prises à l'issue, et ça, c'est un bon fonctionnement de nos institutions. Le Parlement en est saisi.
saisit, il se prononce, et puis on met en œuvre. Et derrière, on met en œuvre. Et ça, c'est un des gros problèmes en France, c'est que la machine administrative fonctionne de plus en plus mal et ne met pas en œuvre les décisions politiques qui sont prises. Regardez le nombre de textes de loi ou de décrets qui ne sont pas appliqués. Absolument. Oui, non, mais encore une fois, Conseil de défense, est-ce que c'est, pardon d'être trivial, pour foutre la trouille aux Français? Il y a une sorte de jeu de dramatisation. Il y a une dramatisation, bien sûr. J'en parlais avec Éric Revel tout à l'heure, qui disait ça veut dire aussi aux Français, restez chez vous, attention, la situation est grave, surtout ne descendez pas dans la rue. C'est aussi de la com, Régis de Castelnau. Mais ça doit être la 4e ou 5e fois qu'on nous dit nous sommes en guerre. Hein. Oui. On nous dit, le président de la République nous dit nous sommes en guerre. Dès qu'il y a un problème, nous sommes en guerre. Il y a eu le terrorisme, il y a eu le Covid, n'en parlons pas. Il y a eu la guerre en Ukraine où il était remonté à des hauteurs vertigineuses dans les sondages, il était tout content. Hein. Et puis maintenant, il y a le problème de l'énergie qui est plus qu'inquiétant. Hein. Winter is coming. Hein. Et nous sommes en guerre. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette façon? Bon, moi, je vais en profiter pour faire un petit peu de pub. C'est très mal, Valérie, mais on fait les rencontres d'USES, du Front Populaire, oui. Avec Michel Onfray le week-end prochain. Et puis, bon, moi, on m'a collé un débat sur Emmanuel Macron. Comme par hasard. Comme par hasard. Ça va être intéressant. Vous allez être objectif, je sens. Je reviens sur ce que je dis depuis 5 ans. C'est que l'arrivée très particulière d'Emmanuel Macron à l'Élysée nous a fourni un président qui n'avait aucune expérience politique. La politique, c'est quelque chose de particulier. C'est rendre possible ce qui est nécessaire, disait Richelieu. C'est affronter la conflictualité du politique, etc. Hein. Il est totalement dans l'autoritarisme et l'opacité. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Et ça recommence. Bon, alors là, on a une situation. Il a été réélu avec 58% des voix, ce qui est une belle élection, hein. C'est-à-dire que c'était dans les semaines qui précédaient, on n'était pas à ces hauteurs dans les sondages. Et après, il a subi une défaite importante aux élections législatives. Donc, on va voir ce que ça donne, parce que c'est quelqu'un qui, politiquement, est très affaibli, hein, au plan institutionnel. Donc, une fois de plus, on va aller essayer d'utiliser les recettes du premier quinquennat, sauf que là, j'espère que ça va être beaucoup plus difficile et que l'opposition, qui est majoritaire, soyons clairs, hein, alors elle n'est pas unie, ça c'est une autre question, mais qui est majoritaire, va faire son travail. Les oppositions. Les oppositions. Parlons d'Elisabeth Borne hier et de son intervention au MEDEF. Elle a exhorté les entreprises à préparer un plan d'économie d'énergie. Sinon, eh bien, il y aurait du rationnement autoritaire qui serait mis en place. Et je voyais, et ça tourne beaucoup, Laurent Alexandre, que vous connaissez certainement, dit qu'il est scandalisé et qu'elle aurait dû commencer par demander pardon aux Français d'avoir fermé les centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'il y a quand même, là encore une fois... Il faut rappeler qu'elle était ministre de la Transition écologique et que c'est elle qui est allée sur le plateau, je crois, de TF1 à l'époque en disant que cette décision était historique. Donc il y a quand même à un moment donné un problème de cohérence de la parole et de l'action publique. Et donc aujourd'hui, je veux bien qu'on soit dans une situation particulièrement tendue, liée entre autres à la crise en Ukraine, mais en fait, de fait, si on avait mené une politique énergétique qui était un peu volontariste, et si on n'avait pas sacrifié l'autel du nucléaire, le nucléaire sur l'autel de l'idéologie, on ne se trouverait pas dans cette situation. Je conseille de regarder l'intervention du président de EDF, Monsieur Lévy, qui est sur le départ manifestement, et qui explique très clairement aujourd'hui les raisons pour lesquelles on est confronté à des problèmes de maintenance dans l'industrie nucléaire. Parce que tout simplement, on a dit à EDF, vous comprenez, de toute façon, on va fermer un certain nombre de sites, donc vous n'avez plus besoin de ce personnel. Alors en effet, vous n'avez plus besoin de ce personnel. Ce personnel, il part en l'occurrence. Donc on a aujourd'hui sur toute la ligne, si vous voulez, la traduction de cette incohérence de la politique publique menée en matière énergétique. Alors depuis, c'est vrai que force est de constater que ça c'est à mettre au crédit d'Emmanuel Macron. Il a fait son chemin de Damas sur la question du nucléaire, mais le problème c'est que ça arrive un peu tard. On a aujourd'hui, je crois, une trentaine, 39 réacteurs nucléaires qui sont fermés temporairement ou plus longtemps, et en même temps on va rouvrir et on est en train de le faire, telle ou telle centrale à charbon dont on sait que le charbon c'est une plaie totale pour avec la question des gaz à effet de serre. Donc effectivement, et là
une fois de plus, si vous voulez, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'impréparation, l'imprévision, l'incapacité à anticiper de l'État, et cela, ça remonte malheureusement assez loin dans notre histoire. Une fois de plus, c'en est la démonstration. Donc, c'est quand on est dans le mur que l'on dit « Ah, on va avoir, vous vous rendez compte, en France, le risque de pénurie d'énergie cet hiver ». C'est quand même incroyable. C'est quand même la 5e, 6e, 7e puissance mondiale qui en est rendue là. Voilà. Et s'il y avait quelque chose, évidemment, qui devrait être de la responsabilité de l'État, c'est bien sûr d'anticiper autant que faire se peut. Ce n'est pas toujours facile. Mais là aussi, on le sait depuis des années. J'ai été député entre 2002 et 2017. J'ai présidé la commission du développement durable à l'Assemblée nationale. Ce sont des sujets dont on débattait. Ce sont des sujets sur lesquels on alertait. La politique de l'énergie, ce n'est pas nouveau. Non. On le sait. Tous les responsables le savent. Et on est dans le mur. Voilà, et on va faire un peu de charbon, on va se débrouiller avec un peu d'économie comme on peut. Il faut faire les économies, bien sûr, qu'il faut les faire. Mais il faut les faire de manière structurelle, de manière intelligente, de manière programmée. Et cela, c'est possible. Et là, on dit on va fermer les robinets, faites-le, sinon ferme les robinets. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. Et vous, je vous aurai la parole, Régis, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h30, à 10h, les médias. Et nous terminons notre débat autour de l'énergie. Régis de Castelnau, vous vouliez réagir à ce que nous disions juste avant sur l'incohérence du gouvernement et sur les mesures qui sont demandées aux Français et aux entreprises. Et la responsabilité d'Elisabeth Borne aussi dans cette affaire, entre autres. Alors moi, je pense que l'Occident a un problème. Il a pensé qu'il ne pouvait rien lui arriver, parce que c'est vrai qu'il domine le monde. La globalisation, il l'a toujours vécu, je dis bien globalisation, comme la forme moderne de la domination de l'Occident. Or, on est passé probablement, alors c'est un autre débat, la mondialisation, mais on n'est pas les plus mal placés. Non. Enfin, regardez l'Allemagne. Si Poutine décide de couper le gaz cet hiver, de couper, il peut, c'est à lui, il a les robinets. S'il décide de couper, l'économie allemande s'arrête. Elle s'arrête, c'est tout. Les entreprises, vous savez, l'industrie, c'est de l'énergie transformée. Moi, je voudrais une petite anecdote assez extraordinaire. Il y a une petite vidéo qui se balade, où on voit Trump en 2018 dire à des responsables politiques allemands, mais est-ce que vous ne seriez pas un peu trop dépendant de la Russie en matière d'énergie? Et les gars, ils ricanent, ils se foutent de lui. Faut la voir, cette vidéo, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, quelle est la situation? Donc, mon cher Serge, gouverner, c'est prévoir. On va revenir sur l'éducation. Il serait bien de former nos politiques à ce principe fondamental. Je partage. Le discours hier d'Elisabeth Borne, donc qui menace les entreprises. Elle est aussi dans une situation impossible. Là, elle voit bien, parce qu'elle doit avoir des éléments qui lui sont donnés pour dire attention, ça va être extrêmement compliqué cet hiver. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle prépare les esprits, et puis elle essaye de faire à très court terme, là où l'on peut jouer, là où il y a un peu de marge, et ce qui pourrait permettre de passer avec le moins de casse possible. Vous parlez de marge, mais vous parlez de marge, on n'est pas à la marge. S'il y a des pénuries de gaz, il ne va pas suffire de fermer les fenêtres. Enfin, je suis quand même moi, je suis très surpris. C'est-à-dire que depuis le déclenchement des hostilités en Ukraine, il y a un certain nombre de personnes qui ont annoncé que nous aurions des difficultés sur le plan énergétique pour traverser l'hiver. Et le discours qui a été celui des autorités gouvernementales jusqu'à il y a peu, c'est-à-dire jusqu'au fameux discours sur la question de l'abondance, ou éventuellement jusqu'à l'intervention d'Emmanuel Macron le 14 juillet, notamment, où il a commencé à infléchir ce discours. C'était de dire non, il n'y aura aucun souci, on va traverser sans aucun problème, ça n'aura aucun impact sur nos capacités de production, on n'aura aucune difficulté. Et maintenant, alors qu'on est aux portes de l'automne, on commence à s'inquiéter de la situation que l'on va connaître cet hiver. Mais enfin là, c'est même pas gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire que, en l'occurrence, même j'allais dire le nez sur le guidon, même dans l'immédiat, on n'est pas capable de tenir à un moment donné un discours qui soit un discours de vérité. Alors si on n'est pas capable de tenir un discours de vérité, il faut se poser
poser la question sur finalement les niveaux d'information de nos gouvernants. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas peut-être... Ils découvrent quasiment au moment où les événements doivent se produire la réalité de la situation. C'est un peu ce qu'on avait connu, rappelez-vous, au moment du déclenchement de la crise sanitaire avec la polémique et la controverse sur les masques. Donc finalement, on répète en permanence les mêmes erreurs. Oui, non, mais c'est... rien à ajouter. Rien à ajouter, malheureusement. À la marge, on ne va pas demander aux entreprises de faire des économies d'énergie. C'est pas ce qui va non plus. Alors, chaque petite goutte d'eau ou de gaz en moins sera utile. Mais enfin, c'est pas du jour au lendemain qu'on décide dans une entreprise une politique énergétique différente. Et puis, il y a des entreprises qui pourront le faire, d'autres qui ne pourront pas. Comment on demande l'exemple du boulanger. Comment il fait le boulanger s'il n'allume pas son four? C'est difficile. Bon, c'est quand même compliqué. Vous mangerez du pain pas cuit. On mangera du pain pas cuit. Mais bon, donc il y a des séries d'entreprises, des entreprises qui produisent 24 heures sur 24, qui ne peuvent pas arrêter. Donc il faut que l'on aille vers une transformation de notre mode de consommation d'énergie pour être plus économe. Tout le monde en est d'accord. Et ça commence à se faire insuffisamment et pas assez vite. Donc il faut qu'on y aille. Et le seul avantage peut-être de cette crise, c'est que justement, comme elle frappe les esprits et qu'on ne va pas pouvoir faire autrement, là aussi on est dans le mur, donc il va falloir s'adapter. Et là, je voudrais quand même donner peut-être un message optimiste et positif, c'est que nous avons en France une grande capacité à nous adapter. Nous avons une sorte d'intelligence là-dessus, mais pour cela, il faut faire confiance aux forces vives. Il ne faut pas être dans une contrainte, une logique administrative, toujours plus de règles, de normes, et pardonnez-moi, comme disait Pompidou d'emmerdement, il faut au contraire que ça soit l'intelligence, que ça soit le terrain qui prenne le dessus, que ce soit les entreprises qui innovent, la PME du coin, la collectivité du coin, parce qu'on sait faire. Sur le terrain, on sait faire. Je suis frappé de voir cela. Il y a beaucoup d'initiatives, mais elles sont souvent empêchées, limitées. Elles traînent dans la durée parce qu'il y a des séries de normes, de choses qu'il faut faire et qui découragent aussi beaucoup de monde. Donc voilà, il faut faire appel, il faut mettre du souffle. Là, pardon du mauvais jeu de mots, de l'énergie, là, mais c'est de l'énergie humaine et de l'intelligence qu'il faut mettre là-dedans. Ça, on sait le faire. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que l'État n'a plus sa fonction stratégique, c'est-à-dire sa capacité d'anticipation, mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il fait du micromanagement en permanence, du micromanagement auprès des collectivités, et maintenant du micromanagement auprès des Français quasiment dans leur vie quotidienne. C'est quoi du micromanagement? C'est-à-dire que sur vos conduites, on va en permanence légiférer, mettre en place des processus bureaucratiques qui vont vous contraindre dans votre vie quotidienne et dans la vie quotidienne des collectivités. On a vu quand même que pendant la crise sanitaire, au moment où il y avait la pénurie de masques, ce sont les collectivités qui se sont débrouillées pour se faire approvisionner en masques pendant que les structures centrales de l'État ramaient comme c'était pas possible. Et les entreprises et les grandes entreprises. Et d'ailleurs, on avait même l'État parfois qui allait sur les aéroports, sur les tarmacs, piquer les masques que faisaient venir un certain nombre de collectivités. Bon, ça en dit long sur le dysfonctionnement. Régis de Castelnau. Je voudrais ajouter quelque chose. Je ne suis pas tout à fait... Je suis en désaccord avec Serge. C'est pas un désaccord de fond. Mais sur cet optimisme, parce que on parle de l'énergie, mais ça va être la double, la triple, la quadruple peine. Il va y avoir des pénuries dans d'autres domaines. La sécheresse va provoquer une pénurie de lait. Moi, j'ai lu plusieurs articles. On va avoir des difficultés dans ce domaine. Les rapports avec la Russie, qui est un des premiers producteurs mondiaux des matériaux dont on a besoin pour les engrais. Alors ça, les Américains, eux, ils ont compris. Ils ont augmenté leurs achats. Ils passent leur temps à dire qu'il faut faire des sanctions contre la Russie, et eux, ils les appliquent pas. Le commerce n'a jamais été aussi florissant actuellement entre les deux pays. Il y a l'inflation. Il y a l'inflation, c'est-à-dire que il y a le prix de l'énergie, mais il y a le reste aussi qui vont impacter la vie. J'aime pas trop ce terme, mais enfin bon, impacter la vie des Français. Alors naturellement, mais il n'y a pas de problème. Début 2023, ce sera fini, il y aura plus d'inflation. Qui est-ce qui nous dit ça? C'est Bruno Le Maire, vous savez, le grand prévisionniste. Donc le problème, c'est que on va avoir combiné tout un tas de choses qui vont peser sur la vie des Français, de pénurie. Et on parlait tout à l'heure de cet effondrement de certains secteurs des services publics. C'est perçu comme une énorme frustration par les Français. Je rappelle qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes à une époque pour des augmentations qui n'avaient rien à voir avec ce qui nous attend. On a une situation politique où Emmanuel Macron n'a pas tous les pouvoirs comme pour son premier mandat. Je pense qu'on va vers des moments difficiles. C'est-à-dire que moi, je pense... Et d'ailleurs, à mon avis,
les Russes, faut pas trop leur en demander, ils comptent là-dessus. Hein. Quand on lit les discours de Poutine, il dit voilà, ils ont des dirigeants qui sont mauvais, mais ils vont pas rester. Hein. Mais ça veut donc dire aussi que les sanctions qui ont été faites contre la Russie n'ont eu aucun effet. Les sanctions, d'une certaine manière, c'était un blanc-seing qui était donné, puisque l'on disait nous n'interviendrons pas militairement. Ouais. Et donc c'est en tout cas comme cela, me semble-t-il, que Poutine a compris la réaction occidentale et notamment européenne. Donc voilà, maintenant, on a cette situation. Moi, je pense que cette crise, la crise dont nous parlons finalement depuis le début de l'émission, sous tous ses aspects, ce doit être l'occasion, et notamment au plan politique, de revenir aux fondamentaux de ce qu'est la souveraineté et l'indépendance d'une société et d'un pays. Et je crois qu'il y a 3 éléments qui sont ici essentiels. Il y a la question de la défense, parce qu'un pays qui ne se défend pas est la proie de tous les autres, et l'on sait bien que c'est le rapport de force qui détermine l'organisation du monde. On peut le regretter, mais c'est comme ça. La deuxième chose, c'est l'alimentation. Un pays qui n'est pas souverain, qui ne peut pas nourrir sa population est dépendant des autres, et il le paiera un jour ou l'autre. Et le troisième élément, c'est l'énergie, justement, et on le voit aujourd'hui, parce que toute l'histoire de la civilisation, c'est l'histoire de la maîtrise de l'énergie, et nous sommes développés au cours des siècles d'histoire que parce que l'on a progressivement maîtrisé l'énergie. Voilà les 3 fondamentaux, et il faut que l'on en revienne à ces 3 fondamentaux-là. Enfin, c'est de la théorie, dans la pratique, on a l'impression d'un canard sans tête qui court un peu. Il y en a au moins 2 que l'on n'a pas vraiment. Je rajouterai un 4e élément qui est d'ailleurs peut-être une condition finalement des 3 éléments cités par Serge Gouard, c'est quand même la maîtrise de la dépense publique. Parce qu'un pays qui ne maîtrise plus sa dépense publique est un pays qui n'est plus souverain. Tout à fait. En l'occurrence, et le mur de la dette se rapproche. Absolument. Ne pas oublier que la Russie n'était pas endettée. Pas du tout. Quand elle a lancé son opération, elle s'était préparée, mais il y a d'autres facteurs, mais elle n'était pas endettée. Et un auditeur, Gourdance, nous dit pour la consommation d'énergie cet hiver, notre première ministre nous informe que la sobriété choisie sera imposée. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, mais il a beaucoup d'esprit, cet auditeur que j'aime beaucoup et qui nous suit depuis longtemps. Et puis on vous retrouve quand à Uzès, cher Régis ? Ce week-end, vendredi soir, samedi, dimanche. D'accord, aux côtés de Michel Onfray. Merci à vous, Absolument. merci à tous les 3. Merci. Dans un instant, les médias avec Gilles Gansman, et nous recevons Agathe Le Caron. À tout de suite.